Bonjour à tous. Alors, on en parle depuis tout à l'heure, effectivement, de cette finance décentralisée, des intérêts qu'elle offre et des avantages que cela propose. On va en discuter tous ensemble sur la thématique évolution et disruption du système financier traditionnel avec Victor Chapia, qui est collaborateur et avocat chez Cramelin-Levin. Kramer-Levin. Pardon. J'ai toujours un peu de mal avec l'anglais. Mounir qui est CEO chez Paraswap. On verra tout à l'heure ce que c'est, un DEX. Ambre, CEO chez Kaiko. Kaiko, Pascal nous a montré tout à l'heure, a piqué une slide qui fait du data directement sur la blockchain. Jérôme, président d'Ethereum France, qui propose justement dès demain Let's Sicile, Ethereum France, et moi du coup effectivement sur cette thématique. Je vais vous laisser vous présenter tous un petit peu plus. On va commencer avec toi, Mounir, sur cette question. Qu'est-ce que la DeFi? Parce que là aussi, on en entend parler, mais concrètement, qu'est-ce que c'est et à quoi ça correspond? Je peux retourner le précédent. Ou non, c'est bon. Celui d'après. Juste avant. Voilà. Ouais. Donc la DeFi, c'est une technologie avant tout. C'est un ensemble de protocoles décentralisés qui sont composables. Là maintenant c'est mieux? Ok, super. Donc c'est une technologie, c'est un ensemble de protocoles financiers qui sont décentralisés, qui sont composables, qui sont interopérables. C'est-à-dire qu'on peut interagir entre un échange décentralisé, un protocole de lending, etc. L'objectif de la DeFi, c'est de construire un back-end pour la finance, pour le futur. Ça consiste à rajouter plus de sécurité, de traçabilité et d'accessibilité. Le fait qu'on utilise des smart contracts et qu'on se repose sur la sécurité de la blockchain fait que la DeFi est plus sécure que les systèmes traditionnels. Tout se passe dans la blockchain, on peut tout tracer depuis la toute première transaction. Et accessibilité, il y a le même niveau ou bien on a un accès égal, quelle que soit l'origine, l'ethnicité ou même la capacité à construire une infrastructure technique. Cette infrastructure existe déjà et on peut se baser là-dessus pour construire de nouvelles applications financières. Bon, voilà. Et tu as envie du coup de présenter un peu plus Paraswap. On verra un peu plus dans le détail tout à l'heure. Ouais. Mais si tu peux nous dire quelques mots du coup sur le fond, à quoi ça correspond. Oui, alors Paraswap, c'est un agrégateur comme un Expedia, un Booking.com qui agrège plusieurs échanges décentralisés. Juste je rappelle, l'échange décentralisé, c'est un échange. C'est juste qu'il n'est pas détenu par une entité en particulier. C'est du code qui tourne dans la blockchain et qui détient des fonds et qui permet l'échange des fonds d'une façon efficace. Et donc nous, on agrège une centaine de DEX, Decentralized Exchange, ou échanges décentralisés, et on permet de délivrer un prix qui est meilleur que le marché. C'est une technique qui s'appelle SOR, qui est utilisée dans la finance traditionnelle, et ça consiste à prendre une partie de chaque exchange et ça permet de maximiser le prix au final. Donc c'est ce qu'on fait à Paraswap, c'est soit une interface que tout le monde peut utiliser ou une API qui est accessible à d'autres applications comme Ledger, comme MetaMask, Argent, etc. Donc voilà pour Paraswap. Alors, on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet avec toi, Ambre, sur justement cette convergence entre les outils DeFi et l'écosystème en place, ou avec Jérôme. Du coup, c'est moi. Est-ce qu'effectivement, on va avoir un système qui va se remplacer, ou est-ce que, comme on l'évoquait tout à l'heure, ça va être en complément ou en parallèle? C'est un système qui vit en parallèle du système existant. Donc, il vit dans la blockchain et il est interne à la blockchain et il vit complètement à travers la blockchain. Et si on regarde un peu comment il a pu émerger par le passé, on a eu un standard de jetons qui a d'abord été créé sur Ethereum, qui s'appelle ERC20, un standard pour créer des jetons qui représentent n'importe quelle unité de compte. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez forcément déjà entendu parler de ICO, dont la France a été assez en fer de lance en termes de réglementation et de caractérisation de comment on pouvait les opérer. En 2016 à 2018, on a eu un véritable emballement de ces méthodes de financement de projets dans la blockchain. Et l'issue des ICO, c'est que vous avez un jeton qui représente quelque chose dans le projet, peu importe ce qu'elles peuvent représenter. Et du coup, après ces 3 années, on a eu énormément d'actifs qui existaient dans la blockchain, qui étaient ces jetons, et qui ont un peu poussé l'écosystème blockchain à faire émerger des solutions pour les manipuler. Donc des besoins de liquidité associés, le fait de se dire j'ai un jeton et j'aimerais bien pouvoir le mettre en hypothèque pour emprunter contre, j'aimerais bien pouvoir proposer à des gens d'emprunter mon jeton et de me rémunérer pour ça.
Et tout ça, c'est un peu les Lego que décrivait Mounir, cette boîte à outils de la finance décentralisée qui contient à la fois des outils traditionnels, comme on sait le lending, les places de marché, les market makers, tout ça. Tous ces outils qui ont été blockchainisés pour être utilisables dans la blockchain, dans le contexte de la blockchain, et interopérables puisqu'ils sont tous sur la même infrastructure. Et en parallèle, il y a eu aussi de la création d'outils propres à la blockchain qui rajoutent aux possibilités qu'on a avec ces outils. Et ce qui est, à mon avis, intéressant pour les gens qui ne sont pas dans la blockchain et qui regardent ça un peu de loin en se disant qu'est-ce qu'on vient pouvoir faire avec ce truc, c'est qu'à partir du moment où un actif financier traditionnel existe dans la blockchain, en correspondant aux standards de jetons qui sont utilisés par ces outils, ils peuvent faire appel à ces outils, ils peuvent être manipulés par ces outils. Et donc il y a des opportunités pour l'écosystème financier traditionnel d'aller intégrer l'existant ou bien de donner accès au protocole de finance décentralisée à ses clients. Juste pour ajouter un petit mot sur en fait, ce qu'on appelle la DeFi en tant qu'infrastructure, ce que disait Mounir, c'est une plateforme en fait, qui permet d'implémenter des produits, typiquement des produits financiers. L'échange décentralisé, le DEX, en est une représentation assez incroyable. En fait, ça permet une place de marché où les gens peuvent acheter et vendre et créer de la liquidité sur certains actifs de façon entièrement décentralisée, donc en ayant tous les avantages de la blockchain, la décentralisation, la sécurité, la transparence, l'auditabilité, etc. Donc moi je viens de l'industrie financière plus traditionnelle, j'ai passé 10 ans chez HSBC avant à faire de la structuration de dérivés. Donc des produits dérivés, c'est en fait un contrat financier sur un sous-jacent qui est souvent une action, mais qui peut très bien être un security token, quelque chose qui vit dans la blockchain. Et ensuite, on implémente un contrat financier qu'on écrit par du code. Donc, au lieu d'avoir un contrat juridique, en fait, parce qu'un contrat de dérivé, c'est souvent représenté par une forme juridique, au lieu de faire ça, on l'écrit dans du code et on l'implémente sur la blockchain. Donc, en fait, il y a vraiment cette notion qui est importante à comprendre de la finance décentralisée. Elle permet l'implémentation de protocoles financiers, de produits financiers, de contrats financiers sur la blockchain directement. Et donc elle ne permet pas que l'invention de nouvelles applications crypto-natives, elle permet aussi à des sociétés de finances traditionnelles ou à des produits financiers traditionnels de changer l'infrastructure sur laquelle ils fonctionnent. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant et c'est très fort quand on pense à la DeFi. La finance décentralisée, en fait, c'est de la finance. C'est juste qu'elle s'opère, au lieu de s'opérer sur une infrastructure un peu archaïque de banque, souvent, elle s'opère sur une blockchain. Et ça, je pense que c'est une vision importante à avoir quand on pense à ce que c'est que la DeFi. Voilà, c'est un nouveau back-end, en fait, exactement. Ouais. Et c'est très intéressant de construire dessus. Et justement, on verra les cas d'usage un peu tout à l'heure avec AAV Pro et puis on verra avec Victor un petit peu ce qu'il en est de la régulation parce que c'est des points qui sont très intéressants et qui sont en constante évolution aujourd'hui. Mais quand on parle de finances décentralisées, et on l'a vu tout à l'heure dans les quelques fois où ça a été cité, c'est aussi et surtout pour les intérêts que ça génère. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu ensemble sur d'où proviennent ces rendements? Est-ce que ça vient de quelque chose de Ponzi, parfois on entend, ou alors ça aura un terme très rapide? Est-ce qu'on peut revenir justement sur cette, sur cette provenance-là? Par exemple, cette slide vous présente un protocole qui s'appelle AV, dans lequel c'est un protocole de lending and borrowing. Donc vous pouvez apporter des actifs dans AV et vous pouvez emprunter des actifs avec AV. Donc il les supporte plusieurs types d'actifs. Donc là, ici, on voit sur cette slide des stablecoins. Je pense qu'on reviendra dans cette présentation sur ce qu'est un stablecoin, mais pour vous donner un teaser, c'est un jeton qui représente c'est un jeton qui représente une monnaie traditionnelle et qui essaie de garder son peg avec cette monnaie traditionnelle. Donc en plus l'USDC, que vous voyez à gauche, le petit dollar en bleu, c'est un actif qui représente $1. Et normalement, il est plus ou moins bien pegué à $1. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur comment ils font le pegging, mais en tout cas, ça vaut plus ou moins tout le temps $1. Et vous voyez aussi le wrapped Bitcoin, si vous avez un Bitcoin mais qui a été wrappé sur Ethereum. Donc il y a des systèmes où on peut déposer des Bitcoins sur Ethereum et les faire exister dans Ethereum pour profiter de l'écosystème d'Ethereum à travers ce Bitcoin. Parce que, juste pour préciser, c'est vrai qu'on n'a pas trop indiqué ça, mais la finance décentralisée, c'est beaucoup sur Ethereum. Donc c'est deux blockchains différentes. Il y a la blockchain Bitcoin et la blockchain Ethereum. Et là, en l'occurrence, effectivement, c'est un Bitcoin sur la blockchain Ethereum. Oui, et vous avez des tiers, voire des protocoles plus ou moins décentralisés qui vous permettent de transférer vos actifs d'une blockchain à l'autre. Donc dans ce cas-là, Bitcoin. Le carré que vous voyez ici, c'est le DAI, un autre stablecoin qui vaut $1 et qui a d'autres propriétés et qui s'émet différemment. Et donc ce que vous pouvez faire avec AV, c'est dire j'ai des USDC,
c'est des tokens qui représentent des USD. Par exemple, j'ai 10 000 $ en USDC, je peux les déposer chez AV, et AV va me dire, bah, maintenant que vos tokens sont déposés chez moi, je vous donne un autre jeton qui représente votre dépôt. Et donc à tout moment, je peux donner ce jeton qui représente ce dépôt pour récupérer le dépôt que j'ai fait. Et ce que va me permettre de faire AV, c'est que ces USDC qui sont posés sur AV peuvent être empruntés par un tiers. Et s'ils sont empruntés par un tiers, ce tiers paye un taux d'intérêt. Une partie de ce taux d'intérêt sert à rémunérer AV et le reste du taux d'intérêt sert à servir mon dépôt. Et en tant que personne qui a déposé des USDC, j'ai donc un collatéral chez AV. Et je peux aussi aller emprunter des bitcoins. Je peux aussi dire, je vais emprunter des bitcoins et pour ça, j'ai un taux d'intérêt qui m'est proposé. Et je peux emprunter un certain nombre de bitcoins qui est défini par combien d'USDC j'ai posé. Donc la finance décentralisée fonctionne beaucoup à la collatéralisation. C'est-à-dire que si je dépose 10 000 $ chez AV en USDC, je peux emprunter jusqu'à, il me semble de cette mémoire, 6 000 $ de bitcoin. Donc pourquoi est-ce que je ferais quelque chose comme ça? Mettons que je suis un trader ou que j'ai des perspectives de spéculation. Je peux dire, je pense que le bitcoin va baisser. Et donc je vais mettre 10 000 $ chez AV. Je vais emprunter 6 000 $ de bitcoin. Et si le prix du bitcoin baisse, l'emprunt que j'ai fait vaut moins qu'avant. Donc ça me coûtera moins cher d'aller rembourser ensuite. Donc j'emprunte un bitcoin, je le vends, le prix du bitcoin baisse. Je rachète le bitcoin que j'ai déposé et je le rends à AV. Et du coup, je paye mon emprunt. Je paye mon emprunt et je récupère un peu plus que ce que j'avais déposé. Donc, ce genre de système est permis entièrement dans la blockchain, sans tiers, sans rien qui s'applique. Ce que décrivait Ambre tout à l'heure sur le fait que ce genre de contrats, ils existent dans la finance aujourd'hui. En blockchain, ils ne sont pas vraiment smart, ils ne sont pas vraiment contrats, mais on les appelle smart contracts parce que ce sont des exécutions automatisées de règles définies de transfert. Donc là, je peux définir que je vais déposer des bitcoins, des Ethers, quoi que ce soit, et emprunter contre. Et en plus, ça vous donne une illustration de ce qu'on peut faire à plus grande échelle, puisque ces systèmes sont interopérables, comme le disait Mounir. Vous pouvez construire n'importe quoi autour. Vous pouvez aller emprunter sur AV et en même temps faire un trade sur Paraswap, voir l'agrégateur pour avoir le meilleur prix, puis ressortir après autre part, faire autre chose. Enfin, ça vous permet de faire tout ça. Donc pour répondre à la prévalence des rendements, ça provient des gens qui veulent emprunter, qui veulent déposer, tout simplement. Plus vous avez de dépôts, plus le taux d'intérêt est bas, plus vous avez d'emprunts, plus le taux d'intérêt est haut. Ouais, tu voulais rajouter un petit mot, Victor? Ouais, peut-être un petit ajout là-dessus. On nous pose très souvent la question d'où viennent les rendements et pourquoi est-ce qu'on a des rendements qui parfois se comptent en dizaines de pourcents alors que dans le monde de la finance traditionnelle, si on arrive à faire 2 ou 3% par an, c'est déjà bien. Il y a d'une part ce que vient d'expliquer Jérôme, c'est-à-dire les emprunteurs qui financent les intérêts que reçoivent les prêteurs, mais il y a aussi un phénomène qui est plus technique, un peu plus difficile à appréhender quand on vient du monde traditionnel, mais qui est très important, c'est qu'une très grande partie de ces protocoles subventionnent massivement leurs utilisateurs, que ce soit les prêteurs, les emprunteurs, ou dans certains cas, pour les DEX, qu'on verra plus tard, les apporteurs de liquidités. Il y a une subvention qui leur est apportée, et ces subventions, en fait, peuvent représenter, dans certains cas, plusieurs fois le montant de la rémunération, on va dire, native, qui serait par exemple la rémunération du dépôt. Donc on peut par exemple être rémunéré à 1% pour le dépôt et à 3% par une subvention qui est offerte par la plateforme sous la forme d'un jeton qui va être son jeton de gouvernance, qui va avoir une valeur sur le marché. Et en fait, c'est grâce à ça que beaucoup de plateformes arrivent à offrir à leur public, à leurs utilisateurs, des rendements très attractifs. Et évidemment, la question, c'est la pérennité, parce qu'il y a une forme d'émission permanente, donc une dilution des porteurs actuels. Et à terme, il faut bien un moment que ces programmes d'émission se tarissent. Voilà. Ce que je veux rajouter, c'est que c'est un système d'incentive ou de bootstrapping pour créer ce qu'on appelle network effects ou les effets de masse. C'est un peu comme un Uber qui va se lancer dans une ville et qui n'aura pas suffisamment de chauffeurs. Et pour qu'il y ait des utilisateurs, il faut des chauffeurs et c'est un cycle vicieux. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont payer des chauffeurs juste pour être dans la route, même s'il n'y a pas d'utilisateurs, ce qui va attirer de la demande et ce qui va recréer la partie supply and demand et ce qui crée ce qu'on appelle le network effects. C'est ce qu'essaient de faire les protocoles de DeFi aujourd'hui, c'est pour créer cette masse critique en bootstrappant un peu la liquidité et en donnant des rémunérations qui sont très attractives pour attirer les deux côtés du side effect.
Si vous vouliez vous le représenter sur le monde traditionnel, imaginez Revolut se lance et au lieu de dire on va créer une boîte, on va aller voir des venture capitalistes, on va aller voir des banques, on va leur proposer nos services, on va essayer de lever de l'argent et de lancer notre carte bleue et notre système bancaire, on va le lancer avec très très peu de fonds, mais à chaque fois que quelqu'un prend une carte Revolut, on lui donne des actions Revolut. On lui donne un jeton qui représente quelque chose par rapport aux avoirs de Revolut. On ne peut pas parler d'actions, parce que c'est des tokens de gouvernance souvent. Mais en tout cas, les gens sont intéressés par acheter ces tokens de gouvernance. Il y a un marché pour ces tokens de gouvernance, donc il y a un prix, donc il y a une subvention, donc il y a un petit surplus sur ce qu'on permet de recevoir. Mais sur AV de mémoire, AV en mainnet, enfin sur Ethereum, AV Ethereum, les taux ne sont pas extravagants. On parle de 3-4%. Moi, je sais que ça fait beaucoup, 3-4%, mais quand il n'y a pas d'intermédiaire, ça fait peut-être... C'est vrai. La question se pose en fait. On est aussi dans un monde qui est décentralisé, donc désintermédié. Et en fait, quand on a des conversations avec des banquiers plus traditionnels qui disent mais 4% de rendement, mais nous, on n'arrive pas à avoir 4% de rendement. Je suis là, mais en fait, ceux qui empruntent, ils payent 7, et celui qui prête, il retrouve 1. Mais c'est parce qu'au milieu, il y a 12 000 personnes qui se servent au passage. Et donc, en fait, il y a aussi un effet désintermédiation qui fait qu'en fait, il y a moins de friction et que du coup, il y a moins de friction entre le lender et le borrower, tout simplement. Celui qui est prêt, moi aujourd'hui, j'aimerais bien pouvoir emprunter si je peux emprunter à 3% ou 4%, je suis contente. Celui qui prête, il va prêter à 2,5-3, histoire de rémunérer le protocole de lending borrowing au milieu, mais il n'y aura pas le broker, la publicité, le loyer sur les Champs-Élysées, etc. Donc c'est quand même important de savoir que c'est un des effets bénéfiques de la décentralisation, c'est aussi la désintermédiation, et du coup le fait de rendre tous ces frais de friction en fait plus obsolètes, et du coup de rendre les taux plus attirants. Du coup, il y a peut-être une dernière question qui va sûrement parler à ceux qui sont dans la finance traditionnelle, c'est quelle serait la prime de risque appropriée pour des placements directement sur la DeFi. Par exemple, si je peux faire 1% avec mes dollars sur un compte à terme ou sur des bons du Trésor américain, quel est le taux de rendement que je vais attendre pour accepter de prendre le risque d'utiliser la finance décentralisée avec donc un empilage de smart contracts, avec un risque de perte des clés privées si on n'est pas suffisamment adroit dans la gestion. Donc combien de pourcents on va attendre pour tolérer ce risque? Et là, les rendements ont tendance à baisser dernièrement et on se demande vraiment si en dessous de 4 à 5% par an, ça reste raisonnable en termes de risque d'être sur la finance décentralisée plutôt que d'être dans le monde traditionnel. Il faut bien insister sur ces parties de risque. D'ailleurs, ils sont listés ici pour certains des risques existants. Il y en a en fait énormément. Il y a même des risques de gouvernance et autres. Là, sur les loyers dans les Champs-Élysées, les loyers aux Champs-Élysées qui se retrouvent dans le taux d'intérêt qu'on vous propose pour un emprunt immobilier, c'est aussi que vous avez un endroit où vous plaindre. Enfin, vous pouvez aller taper à la porte et vous plaindre et contacter votre autorité de marché et compagnie. Si jamais AV a un bug dans son smart contract ou que ça mène à des pertes pour beaucoup, vous connaissez 2-3 personnes qui bossent chez AV, mais ils vont vous dire voilà, désolé, voilà. Mais si les taux d'intérêt, alors il faut garder ça en tête, mais on peut avoir aussi une autre lecture qui est que les taux baissent, c'est qu'il y a une plus grande maturité, c'est qu'il y a une meilleure perception du risque qui est plus faible, du coup il y a plus de... Et qu'il y a moins de subsidies aussi. La partie subsidie, elle est énorme aujourd'hui. Et d'ailleurs, en fait, c'est la comparaison à Uber et celle que j'allais faire. C'est qu'aujourd'hui, il y a un nouveau protocole qui se lance. Il veut avoir des dépôts. Et du coup, pour avoir des dépôts, il met des taux d'intérêt assez astronomiques. Ces dépôts astronomiques, ils sont financés à perte par la boîte pour avoir cet effet de réseau, d'avoir suffisamment de volume qui permet ensuite, en fait, de créer plus de marge, tout simplement. C'est vraiment avoir le network effect et la taille critique pour pouvoir, en fait, après... justifier de baisser un peu les taux et d'arrêter de financer ça. Mais ça, je trouve que c'est un danger, moi, pour l'écosystème, parce qu'en fait, il y a assez peu de fidélité au protocole dans la crypto. Enfin, moi, on me donne 8% pour aller quelque part, j'y vais. Le jour où on me donne 9, j'y vais aussi, quoi. Et donc, en fait, je ne sais pas si c'est une vraie stratégie long terme de payer. C'est comme Uber. Hein. Moi, Uber, le jour où il y a Aber, je vais chez Aber, quoi. Enfin, je m'en fiche complètement du moment que je ne paye pas trop cher ma course. Et ça, je trouve que c'est un vrai risque. C'est un modèle start-up où, en fait, la recherche de la profitabilité immédiate est plus trop là. Et je pense que c'est un des risques aussi de la crypto, c'est comment on crée une vraie croissance organique et un vrai volume qui est organique et qui n'est pas uniquement drivé par le profit à court terme des utilisateurs qui n'ont pas vraiment de fidélité au protocole sous-jacent. Ce qui est intéressant, je rajoute un truc, c'est AV, ils sont devenus le protocole numéro 1 de la DeFi avant même qu'ils commencent ces programmes de liquidity mining. Ouais. C'est ça. Et ça, pour un nouvel utilisateur, alors, si maintenant vous trouvez le dernier protocole qui est incentivisé lourdement, qui vous propose non pas 3% mais 300%, bon,
faites quand même vos recherches pour savoir s'il n'y a pas trop de smart contract risk, s'il n'y a pas trop de liquidity risk, s'il n'y a pas trop d'oracle risk. En tout cas, une personne complètement nouvelle à la blockchain qui tombe sur, entre guillemets, le bon protocole au bon moment et qui met quelques centaines d'euros et qui transforme cette centaine d'euros avec ce 300% en plusieurs milliers, se dit, bon, bah, génial, j'ai fait une super opération, bah, au moins, elle est dans la blockchain. Au moins, ça y est, elle a fait l'effort de venir et de regarder comment ça se passe. Donc cette subvention, elle a ce mérite. Et juste pour parler d'un peu de ces risques, smart contract risk, donc il y a un bug dans le smart contract. Donc c'est arrivé très très souvent. Si vous regardez le site rekt.news, il vous liste tous les hacks récemment. Donc allez regarder, il y a plein de hacks qui se passent, il y a plein de problèmes qui arrivent. C'est très commun, mais c'est très commun à l'échelle d'une industrie qui maintenant fait quelques 70-75 milliards. Voilà, quelques millions par-ci par-là, à comparer par rapport à ce que la banque traditionnelle peut avoir comme perte, comme problème juridique à gérer. Donc vous avez un smart contract risk, c'est clair. Liquidity risk, ça correspond au fait que parfois il n'y a pas suffisamment de liquidité pour les trades qui s'appliquent ou pour les liquidations qui s'appliquent. Dans le cas où j'ai fait un emprunt de Bitcoin, enfin j'ai posé $10 000 et j'ai emprunté $6 000 de Bitcoin en pensant que le Bitcoin allait baisser. Le problème, c'est que si le Bitcoin monte, mon ratio emprunt sur dépôt change dans la mauvaise direction pour moi et ma position peut être liquidée. Donc on peut avoir des sauts très rapides, et ça, je pense qu'Ambre en parlera beaucoup mieux que moi sur comment les instruments de la blockchain se comportent. Il peut y avoir des mouvements très violents qui changent complètement la position que vous avez et qui vous retrouvent à vous faire liquider par AV, parce que votre collatéral, lorsqu'il y a un mouvement de marché brusque, il risque d'être saisi par AV. Et en plus forte raison, parfois il y a des trades qui se passent et en fait la liquidité sur laquelle est appliqué ce trade est trop faible, du coup les prix bougent trop. Et en fait, les protocoles blockchain qui sont de plus en plus avancés font appel à des données qui viennent de l'extérieur de la blockchain. Donc il faut que cette donnée soit apportée dans la blockchain. Et ça passe par des sources de données et des utilitaires qui apportent cette donnée. Donc on appelle ça Oracle Risk, l'oracle qui va vous apporter la donnée. Et ça peut aussi bugger par ici, quoi. Et donc ça justifie qu'on paye 4-5% avec des subventions. On va parler un petit peu du coup des stablecoins. Est-ce que je peux rajouter un truc sur les risques ? Dernier. Très rapide. Donc le risque d'Oracle, c'est effectivement le risque que, comme on le disait, on est dans un monde qui est on-chain, donc qui vit dans la blockchain. Donc il y a un smart contract, un contrat financier qui représente typiquement mon emprunt collatéralisé sur AV. Et en fait, mon emprunt collatéralisé, disait Jérôme, on met 100 € et on retire 60 €. Donc ça s'appelle un emprunt collatéralisé avec une loan to value de 60%. Ça, il y a des appels de marge. C'est très classique dans la finance traditionnelle. C'est-à-dire que si la valeur de mon collatéral qui a été déposé en Bitcoin alors que j'ai tiré des euros, par exemple, si la valeur de mon collatéral diminue, soit je remets du collatéral pour rééquilibrer la loan to value à 60%, soit je rembourse mon emprunt. Et en fait, c'est un smart contract. Donc la manière de savoir la valeur du collatéral, elle doit être lue sur la blockchain et c'est le système d'Oracle. C'est le problème de risque d'Oracle, c'est qu'il faut que la data qui soit écrite dans la blockchain soit fiable et serve en fait d'indicateur fiable tout simplement de la valeur du collatéral. Ce qui crée le problème de liquidité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si je dois rembourser, alors sur Bitcoin, il y a une liquidité énorme, sur Ethereum, il y a une liquidité énorme. Si on met en collatéral des petits tokens à faible liquidité, en fait, je peux tout simplement parfois ne pas pouvoir acheter ou vendre ma position parce qu'il n'y a plus d'acheteur ou de vendeur en fonction de ce que j'essaye de faire. Disons que j'essaye d'acheter peut-être pas 10 000 €, mais 50 000 € d'un petit token, il n'y aura pas la liquidité et du coup, je ne pourrai pas l'acheter. Donc, le risque de liquidité, c'est un vrai problème, notamment dans le monde des DEX où souvent, on n'est pas sur des volumes genre Coinbase, Gemini, etc. On est sur des volumes plus petits avec des market makers et des pools de liquidité qui sont plus petites. Et du coup, le risque de liquidité a un impact très fort sur le prix d'exécution de ma transaction. D'où l'intérêt de Paraswap d'ailleurs. Je sais pas si... Aussi, un autre risque, si on est dans un protocole de lending, par exemple un AV, il y a beaucoup de gens qui ont emprunté, ils n'ont pas remboursé en fait ce qu'ils ont emprunté. Si je veux retirer ce que j'ai déposé, je ne pourrais pas. Parce qu'il n'y a pas, l'argent elle est déjà parti et chez ceux qui l'ont emprunté. Dernière chose, juste on va faire peur aux gens avec tous ces risques-là, ouais. Ça sert à... mais justement, je voulais parler de solutions. En fait, il y a des solutions d'assurance, des protocoles d'assurance qui tournent aussi dans la blockchain, qui permettent de couvrir ces trois risques. S'il y a un smart contract bug, s'il y a un liquidity risk et Oracle risk, et qui peuvent couvrir en fait ces risques. Et ça fonctionne comme des assurances traditionnelles, sauf que c'est des protocoles aussi. Tout à fait. On va pouvoir du coup basculer sur les stablecoins parce qu'il y a une autre justification aussi potentiellement de la baisse des taux d'intérêt, c'est tous les institutionnels qui sont plus cash risk que de crypto. Donc ça pourrait effectivement
ramener des stablecoins dans l'écosystème, ce qui est aussi très bien. Peut-être des stablecoins euros, c'était la thématique de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ces stablecoins ambre? Ouais, juste là, c'est juste un petit chapitre rapide sur effectivement qu'est-ce que c'est qu'un stablecoin. On en entend beaucoup parler. On entend même parler de banques centrales qui voudraient émettre des stablecoins. C'est un sujet, j'imagine, dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc en fait, le premier chose, c'est un stablecoin, comme le disait Jérôme, c'est une crypto-monnaie stable. Et en fait, cette stabilité, ce peg à l'euro ou au dollar, il est réalisé de différentes manières. Le premier, c'est en fait comment est-ce qu'on collatéralise un stablecoin. Je vous donne un exemple tout bête. Je décide d'émettre le euro digital Ambre. Je mets 1000 euros dans mon compte en banque et j'émets 1000 tokens. Et en fait, un token égale 1 euro. Et je suis audité pour prouver que j'ai bien exactement le montant en euros qui back la valeur de mes stablecoins. De façon à ce que si quelqu'un veut me les revendre, j'ai les euros pour les payer. Ça, c'est ce qu'on appelle fiat collateralized. C'est évidemment le stablecoin le plus rassurant, entre guillemets, puisque c'est auditable, transparent. Et le but, c'est de dire, voilà, c'est juste un outil qui permet ensuite de représenter un euro dans la blockchain, mais cet euro, il est backé par un vrai collatéral. La deuxième chose, c'est le crypto collateralized. C'est-à-dire que je dis, bah, moi, je vais mettre 1000 euros en bitcoin sur une clé, sur un ledger, et je vais émettre 1000 jetons dont la valeur sera 1 euro. Et je vais monitorer en fait la valeur de mon collatéral. Donc si le bitcoin perd 10%, je vais racheter le nombre de bitcoin qui fait en sorte que j'ai toujours 1000 euros équivalents de bitcoin sur ce ledger. Et du coup, ça va collatéraliser à 100% la valeur de mes jetons. Ça peut être 100%, ça peut aussi être 70%, ça peut être 50%. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire ce jeton, il n'est pas juste une représentation synthétique de rien du tout, il est collatéralisé par de la valeur. Cette valeur, c'est fiat ou crypto. Enfin, il y a un autre type de jetons qui sont les stablecoins algorithmiques, où là, il y a différents types de collatéral, et c'est un smart contract en fait, qui automatiquement va rééquilibrer la valeur de ce jeton. Sachant que tous ces différents types de stablecoins, ils ont le même objectif, c'est-à-dire fournir un jeton dont la valeur est pégée au cours de l'euro, ou au cours du dollar, ou au cours du yen japonais, enfin une devise du monde fiat, comme on l'appelle, et qui en fait permet de dérisquer. Donc typiquement un institutionnel qui va investir dans des stratégies, il ne veut pas devoir nécessairement ressortir dans le système bancaire pour avoir des euros ou des dollars et figer une position. Il peut dire, voilà, j'achète du bitcoin, et le jour où il dit, oulala, là le bitcoin, ça a atteint un top, je pense que ça va se baisser, je vais attendre que le marché se calme un peu, il peut convertir en stablecoin, où il sait en fait que la valeur du coup de son investissement va rester sur une valeur qui est neutre par rapport à la devise sous-jacente, que ce soit le dollar ou l'euro, et ensuite il va pouvoir décider de réinvestir ses stablecoins en crypto le jour où il veut, sans avoir besoin de en fait reconvertir en euros ou en dollars pour remettre après dans le système financier. Ça, c'est typiquement une des applications du stablecoin. Et Victor, quelques mots, on en est où justement sur la régulation de ces stablecoins algorithmiques ou backés par des dollars directement? Alors, c'est un thème, ça fait quand même quelques années qu'on a des stablecoins, depuis 2018 ou 2017, on ne sait toujours pas. Théoriquement, et ça c'est une position qui est une analyse qui est assez commune depuis plusieurs années, un stablecoin qui est remboursable, qui est émis par une entité centralisée, par exemple Circle pour l'USDC ou Tether pour l'USDT, s'il est remboursable en monnaie pour un à tout moment et qu'il représente vraiment un droit de créance sur l'émetteur, normalement on devrait le qualifier en droit français, en droit européen de monnaie électronique. Le problème c'est que si on fait ça, tout le reste du régime de la monnaie électronique est pratiquement impossible à appliquer pour des raisons très, très techniques, enfin, des raisons matérielles, qui est que c'est un régime qui a été conçu il y a plus de 20 ans, enfin il y a environ 20 ans, et qu'évidemment il n'est pas transposable directement à des protocoles décentralisés. Donc pour l'instant, sauf s'il y a des discussions en coulisses chez les régulateurs ou les législateurs dont on n'est pas au courant, c'est la zone grise. Voilà, c'est la zone grise. Et donc ça vaut pour les stablecoins qui sont collatéralisés un pour un par du fiat, ce qui représente quand même, j'ai regardé les statistiques en venant, au moins 95% de l'offre disponible, parce que les stablecoins collatéralisés par des crypto-monnaies comme DAI, il y en a encore quelques autres comme le LUSD ou celui qui est émis par Alchemix, ça représente maximum 5%, donc ça reste très minoritaire. Et donc pour ceux qui ne sont pas collatéralisés par du fiat, là, la définition ne fonctionne plus, et en fait, c'est le vide. Après, il y a le projet de règlement MiCA, qui devrait être voté d'ici la fin de l'année et rentrer en application d'ici 1 an ou 2, qui normalement imposera des conditions très drastiques aux émetteurs de stablecoins qui seront probablement complètement inadaptés à la DeFi. Ça, ce sera peut-être le thème pour une autre présentation dans l'après-midi. Donc ça, c'est des vraies zones grises. Pour la sécurité juridique et réglementaire des acteurs, ce sont des vraies zones grises.
Juste une zone grise de plus, parce que tu dis que 95% des stablecoins sont collatéralisés par du fiat. Le gros point d'interrogation, c'est quand même Tether, qui est le plus gros stablecoin aujourd'hui, dont en fait on est incapable de prouver qu'il est vraiment collatéralisé. Ouais. C'est juste pour dire que si ça serait beau si on avait 95% des stablecoins out there qui étaient vraiment backés par de la valeur. Ils ont sorti un audit il y a, je crois, un mois ou deux, que sûrement les financiers dans la salle pourront aller consulter, c'est assez intéressant. Et il apparaît que Tether est apparemment au niveau mondial l'un des plus gros détenteurs de commercial paper, donc ce qui se traduit en français. Quoi, pardon? De mauvaise de qualité assez. On ne sait pas en fait ce qu'il y a derrière. Et le commercial paper, normalement, c'est des sortes de dettes de assez court terme émises par des entreprises qui ne sont pas des entreprises notées par les agences de notation. Et ça représente, je crois, au moins 30% de leurs réserves. Donc et on se demande même s'il n'y a pas des prêts intragroupes qui rentrent dans cette catégorie-là. Mais ça fait plus de 3 ans qu'il y a des rumeurs tous les 6 mois sur la solvabilité de Tether et sur la collatéralisation réelle de l'USDT. Et ça fait plus de 3 ans que ça continue à fonctionner. Donc en fait, la question c'est jusqu'à quand. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple AV, qui utilise des mécanismes de gestion du risque assez sophistiqués, ils ont même une actuaire qui travaille à temps plein pour eux, pour évaluer ces risques-là. AV refuse, on peut déposer de l'USDT sur AV, mais on ne peut pas utiliser le dépôt d'USDT comme collatéral pour un autre emprunt. C'est-à-dire qu'AV évalue à 0 la qualité de l'USDT en tant que collatéral, alors que par exemple pour Circle, c'est je crois 70 ou 75%. Ouais. Donc voilà, ça c'est des genres de petites adaptations que chaque protocole peut faire et qui fait qu'en fait le risque est globalement bien géré à l'échelle globale et que en fait les stablecoins et même la DeFi dans son ensemble a très bien passé des mouvements de marché très violents qui ont eu lieu ces derniers mois avec des moins 20 ou moins 30% en une journée ou en 2 jours. Et en fait, ça a tenu le choc. Et c'est grâce notamment à ce genre de petites adaptations. Mounir, on va parler un petit peu avec toi du coup des DEX en quelques mots. On prendra 5 minutes après pour répondre à quelques questions, donc on a le temps encore. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le DEX? Parce que tout à l'heure, il y avait Charlie Méraud qui discutait effectivement de comment échanger de la valeur. Sur la DeFi, on échange de la valeur différemment. Ce n'est pas avec un carnet d'ordre. Sur les DEX, c'est un peu différent. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, l'échange de tokens dans la finance décentralisée, Mounir? Alors, c'est des pools de liquidité, un peu comme AV, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est juste que le cas d'usage est différent. Et cette fois, ce n'est pas du prêt et de l'emprunt, c'est du trading. Et ce qu'a introduit Uniswap et d'autres protocoles de DEX dans la DeFi, c'est qu'on ne se repose plus ou pas forcément sur des carnets d'ordre, mais sur des algorithmes qui permettent de calculer le prix. Et ce prix, il est calculé en fonction de combien de liquidité il est disponible et la taille du trade qu'on est en train de faire. S'il y a très peu de liquidité, la taille du trade est grande, le prix va augmenter d'une façon exponentielle et ça utilise une formule qu'on appelle, ou bien qui traduit ce qu'on appelle une bonding curve. Donc ça se trace d'une façon exponentielle et si on trade peu, le prix tout sera favorable. Si on trade beaucoup, ça ressemble un peu à ce que fait toujours Uber avec le search price. C'est quand il y a très peu de chauffeurs, le prix va baisser. S'il y a beaucoup trop de demandes, il y a peu de chauffeurs, le prix va augmenter. Donc ça fonctionne de cette façon-là. Et là, cet exemple, il y a des gens qui vont déposer des paires, c'est comme dans les échanges traditionnels, et qui vont récupérer des fees. Pour chaque trade, ils vont collecter 0,1 à 0,3, ça dépend du DEX. Et les traders, ils vont payer ces fees à ces dépositaires qui vont échanger, qui vont faire les échanges et payer ces fees à ceux qui vont déposer les pairs. Je te laisse. Pour faire très concrètement, vous pouvez apporter de la liquidité sur n'importe quelle paire. Voilà. Ça veut dire que vous avez des bitcoins, vous avez des ethers, et vous avez comme anticipation que à la fois le bitcoin et l'ether vont s'apprécier dans le temps. Du coup, plutôt que d'avoir vos bitcoins et vos ethers qui sont sur votre wallet, vous n'y touchez pas, vous pouvez apporter des bitcoins et des ethers en liquidité. Donc vous prenez la paire bitcoin ether et vous dites je mets un bitcoin et je mets l'équivalent en ether, disons 9 ethers. Et voilà, maintenant vous êtes apporteur de liquidité sur la paire bitcoin ether. Donc vous avez un système de vase communicant, mais qui ne communique pas vraiment un pour un, en fait, qui va plus vite que 1 pour 1. Comme le dit Mounir, ça varie exponentiellement. Et ça vous donne cette pool de liquidité. C'est-à-dire que vous avez un smart contract dans lequel il y a pas mal de bitcoin, pas mal d'ether. Et dès que quelqu'un vient en disant à ce smart contract, je veux échanger des bitcoins pour des ethers, donc voilà un bitcoin, donne-moi l'équivalent d'ether. Le smart contract en fait prend ce bitcoin, il le fait rentrer dans sa pool de liquidité et il sort l'ether correspondant.
Et le prix qu'il vous propose en termes de change correspond à la quantité d'Ether qu'il y a dans cette smart contract divisé par la quantité de Bitcoin qui est dans ce smart contract. Du coup, le prix, c'est jamais qu'un rapport entre la quantité que vous avez sur la pool de liquidité de l'un à l'autre. Et au passage, il y a des fees qui sont prises. C'est-à-dire que le smart contract ne va pas vous donner 100% de votre trade, il va vous donner 99,7%, puisque les 3% qui restent, ils sont là pour grossir la taille du gâteau pour les gens qui ont posé la liquidité. Du coup, quand vous voulez retirer votre liquidité, vous allez rendre vous allez rendre votre avoir et dire je veux récupérer ma liquidité, et plutôt que vous donner exactement le même nombre de Bitcoin et exactement le même nombre d'Ether que vous avez déposé, il va vous en donner un rapport de l'un à l'autre augmenté du nombre de fees que vous avez collecté. Donc c'est important que vous soyez long sur les deux, en position longue sur les deux assets, parce que si les prix varient plus dans un sens ou dans l'autre, vous allez changer votre composition. La quantité que vous avez déposée en valeur va certainement augmenter si tout va bien. Mais par contre, il est possible que vous ne récupériez pas exactement un Bitcoin ni exactement un Ether. Et ce système, en fait, permet d'avoir une place de marché qui est automatisée, puisqu'il y a toujours des gens qui apportent de la liquidité et des gens qui peuvent les trader contre cette liquidité. Très très grossièrement, en fait, c'est une manière différente de trouver quelle est l'intersection entre l'offre et la demande. Enfin, les marchés, les places de marché en général, c'est quelle est l'offre, quelle est la demande, et on trouve le point au milieu. Et ça marche sur le marché du coin, la place du marché, comme sur un marché financier. Dans le contexte d'un échange centralisé, c'est en fait des carnets d'ordre avec quels sont les prix auxquels les gens sont prêts à acheter, quels sont les prix auxquels les gens sont prêts à vendre, et on trouve l'intersection de l'offre et de la demande. Là, c'est une manière différente en fait de représenter l'offre et de la demande et de rééquilibrer en fait cette offre et cette demande et de représenter un prix qui fluctue, qui permet toujours de matcher en fait l'offre et la demande. Voilà. Pour ceux qui ont fait les études d'économie, en fait, on a oublié le commissaire-priseur. Plus besoin de commissaire-priseur. Maintenant, on a un système qui est très peu efficient en termes de gestion du capital. Ça demande de bloquer son capital sur les pools de liquidité. Mais en tout cas, vous avez une règle mathématique qui définit quel est le prix, quoi. Si je voulais rajouter, ça c'est la V1 de la DeFi. Là, aujourd'hui, il y a une V2 qui est en train de se développer et dont Uniswap vient de faire le premier pas. C'est qu'on réintroduit un peu les carnets d'ordre, mais d'une autre façon, qui est un modèle hybride entre ce qu'on a ici et les carnets d'ordre, sachant que Ethereum, il est en train de scaling, introduire des nouvelles technologies de scaling qui vont permettre de mettre beaucoup plus de transactions et payer moins de fees, ce qui va en fait permettre d'avoir aussi des carnets d'ordre dans la blockchain qui sont aussi peut-être plus efficients. On verra ce que ça donne. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce modèle est en train d'évoluer aussi. Et entre demain, après-demain et après-demain à HCC, vous avez des gens d'Uniswap qui viendront parler de comment ça va évoluer, des gens de SushiSwap, un des concurrents qui va parler de comment on pourrait faire ça, encore mieux que Uniswap peut-être. Il y a un projet qui s'appelle Mangrove, qui est français, qui fait aussi une application de gestion de liquidité pour des DEX. Et il y a une multitude de projets de DEX qui utilisent le carnet d'ordre aussi. On va prendre quelques questions si vous en avez. Moi je me rappelle quand j'avais découvert... Ouais, on va en parler également. Juste pour donner un autre cas d'utilisation qu'on n'a pas vu encore, c'est... moi j'ai découvert la DeFi avec Pool Together notamment, qui parle un peu à tout le monde, je pense. C'est une loterie sans perte, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter sur Pool Together des tickets. En fait, vous n'allez gagner que les taux d'intérêt qui auront été générés par vous et les autres personnes qui auront déposé. C'est-à-dire que vous pouvez laisser à vie votre token, enfin vos DAI, vos tickets sur la plateforme en espérant gagner un jour, ou à tout moment les retirer et repartir avec la totalité de ce que vous avez mis. Donc c'est très, très intéressant. Ouais, on va plus avoir trop le temps. Est-ce que juste une ou deux minutes sur la régulation, Victor, ou est-ce que la DeFi en règle générale est régulée ou pas? Peut-être passer les... ouais, donc trois questions qu'on avait envie d'aborder, mais on va le faire assez rapidement. D'abord, est-ce que la DeFi est régulée actuellement? Ensuite, est-ce qu'elle peut être régulée théoriquement? Et ensuite, troisièmement, est-ce qu'elle devrait être régulée? Est-ce qu'elle est régulée? On l'a évoqué rapidement avec les stablecoins. La vérité, c'est que c'est très compliqué. Les textes ne sont pas vraiment applicables, donc pas tant que ça. En tout cas pas à l'heure actuelle. Mais de l'autre côté, il y a une forme d'autorégulation qu'il ne faut pas non plus ignorer. Entre la gouvernance des protocoles via des DAO, les audits qui sont faits, le côté communautaire qui est très 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 important, qui est même vraiment fondamental et qui le distingue vraiment de la finance traditionnelle, il y a une forme d'autorégulation. Ensuite, est-ce que la DeFi peut être régulée? La réponse est plutôt oui, lorsque, comme c'est le cas actuellement, parce que c'est vraiment devenu la norme, les protocoles sont mis en ligne par des sociétés qui sont des sociétés commerciales. Donc, par exemple, on sait que derrière Uniswap, il y a une société qui s'appelle Universal Navigation Incorporated, et elle existe bien, elle est américaine.
avaient, pareil, ils ont obtenu un statut d'établissement de monnaie électronique au Royaume-Uni. Donc c'est vraiment, il y a un côté sérieux et organisé derrière. Mais de l'autre côté, si on peut également déployer des protocoles de finance décentralisée sans passer par une société, et dans ce cas, mettre en œuvre une régulation devient beaucoup plus compliqué. Donc il y a un choix à faire entre, d'un côté, lever de l'argent en masse auprès du capital risque, et de l'autre côté, conserver une forme d'anonymat ou de pseudonymat qui fait qu'on est moins exposé à un potentiel risque réglementaire. Donc, et un dernier mot sur voilà, est-ce qu'il faut réguler la finance décentralisée? Évidemment, en tant qu'avocat, c'est un peu notre gagne-pain, donc on ne peut pas vraiment répondre non. Et les régulateurs, enfin chacun répondra un peu ce qu'il arrange. Évidemment, les régulateurs diront oui, c'est régulé parce que nous, c'est notre travail de les réguler. Il y a plusieurs aspects qu'on peut prendre en compte. D'une part, le côté blanchiment, évidemment, le risque de blanchiment est assez important, même si toutes les transactions sont traçables. Mais de l'autre côté, pour utiliser la DeFi, il faut déjà avoir acheté des cryptoactifs. Et en général, ces cryptoactifs, on peut uniquement les acheter sur des plateformes centralisées qui, elles, vont faire de la KYC. Donc il y a une forme de vérification LCBFT à l'onboarding et on va dire à l'offboarding, on-ramp et off-ramp. Et c'est peut-être là qu'il faut se focaliser. Ensuite, si on régule la DeFi de manière peu intelligente, comme apparemment le futur règlement MiCA a envie de le faire, il y a un risque très important que toute cette innovation, elle se déplace parce que les équipes sont très mobiles, elles sont internationales, tout le monde travaille en remote et les équipes peuvent se déplacer en quelques jours s'il le faut d'un pays à un autre en fonction de l'endroit où ce sera le plus intéressant. Et enfin, il y a le côté de l'inclusivité dont on n'a pas encore parlé mais qui est vraiment très important. Aujourd'hui, la DeFi, c'est la seule manière que peut utiliser une personne lambda qui n'a pas ni accès à de la banque privée, ni accès au Forex. Par exemple, aujourd'hui, un Argentin qui veut s'exposer au dollar parce que sa monnaie se dévalue pratiquement chaque jour, il peut ou bien essayer d'acheter du dollar sur le marché réglementé, mais il aura beaucoup de mal, ou bien il peut échanger ses pesos contre de l'USDC ou de l'USDT, et ensuite commencer à gagner des rendements qui, dans certains cas, peuvent être très intéressants, surtout lorsqu'on a une monnaie locale qui se dévalue. Et ça, si on régule de manière trop brutale et en se focalisant sur les utilisateurs finaux qui sont dans beaucoup de cas des gens lambda, c'est pas uniquement des énormes institutionnels ou des traders très, très sophistiqués, on va fermer la porte à tous ces gens-là. Et ça, ce serait vraiment dommage d'empêcher ce projet d'inclusion de se réaliser. Super. Merci beaucoup Victor, Mounir, Ambre, Jérôme. On n'aura pas le temps pour les questions, mais même chose que tout à l'heure, si vous avez des questions, vous pouvez les adresser pendant la pause qui arrive. Merci beaucoup.